1997-2010, l'ère du New Labour. La période allant de 1997 à 2010 a marqué un tournant majeur dans la politique britannique sous la direction de Tony Blair, puis de Gordon Brown. Ces années ont vu l'avènement du New Labour, caractérisé par une approche modernisée de la gouvernance, un accent sur la stabilité économique, un engagement en faveur des réformes sociales constitutionnelles, de politique étrangère de réforme sociale, de réforme constitutionnelle et de politique étrangère. De 1979 à Tony Blair, le Labour dans l'ombre. Après la défaite écrasante en 1979, le Parti travailliste a travaillé une longue période lors de la crise interne et des échecs électoraux. Divisé entre son aile gauche radicale et ses modérés, le Labour a subi 4 défaites consécutives aux élections générales entre 1979 et 1992. Sous la direction de Michael Foot, entre 1980 et 1983, le parti s'est orienté vers la gauche, mais le manifeste de 83, prônant un désarmement nucléaire unilatéral, le retrait de la Communauté européenne économique, CEE, et des nationalisations, a aliéné l'électorat. Ce manifeste, qualifié de plus longue lettre de suicide de l'histoire par le député travailliste Gerald Kaufman, a mis en lumière une déconnexion du parti avec la réalité de la société britannique. Neil Kinnock, qui a succédé à Foot en 83, s'est fixé comme objectif de moderniser le Labour en le repositionnant en centre-gauche. Pendant son mandat, il a cherché à marginaliser les éléments les plus radicaux, ça c'est Neil Kinnock qui l'a fait, et à réduire l'influence des syndicats. Mais malgré ses efforts, le parti est resté perçu comme non éligible. Après la démission de Kinnock en 92, John Smith a brièvement dirigé le parti et a introduit des réformes telles que le système un membre, un vote pour sélectionner les candidats. Sa mort soudaine en 1994 a ouvert la voie à Tony Blair. L'ascension de Tony Blair et le New Labour. Tony Blair est devenu un leader du Labour en 1994, incarnant une génération de politiciens déterminés à moderniser le parti, aux côtés de Gordon Brown et de Peter Mandelson. Il a lancé le projet du New Labour, une réinvention du parti basée sur le pragmatisme et l'abandon des dogmes traditionnels. Un moment clé de son leadership a été la révision de la clause 4, un article fondateur du parti qui prônait la propriété collective des moyens de production. Blair l'a remplacé par un engagement en faveur d'un équilibre entre les marchés libres et la justice sociale. Cette réforme symbolisait l'abandon du discours de lutte des classes et l'acceptation du capitalisme comme un outil pour atteindre ses objectifs publics. Alors, le New Labour s'inscrivant dans une troisième voie, une synthèse entre le libéralisme économique et les valeurs sociales démocrates. La victoire aux élections générales de 1997. Le manifeste de 1997 du New Labour mettait en avant ses promesses clés visant à regagner la confiance des électeurs, réforme de l'éducation et de la santé, lutte contre la criminalité confiance des électeurs et stimulation de l'emploi pour les jeunes, avec des slogans percutants tels que éducation, 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 et ferme avec le crime, ferme avec ses causes. Blair a également promis de maintenir la stabilité économique sans augmenter l'impôt sur le revenu. La victoire écrasante en mai 1997 a mis fin à 18 ans de domination conservatrice. Blair est devenu le plus jeune de Premier ministre depuis 1812, et il a promis de moderniser le Royaume-Uni. Premier mandat, réforme constitutionnelle et stabilité économique. Le premier mandat de Blair, 1997-2001, a été marqué par des réformes constitutionnelles majeures. Les lois de dévolution ont permis à l'Écosse et au Pays de Galles de disposer de leur propre parlement, tandis que l'accord du Vendredi saint de 1998 a apporté une paix fragile en Irlande du Nord. La loi sur ces droits de l'homme en 1998 a intégré la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit britannique, obligeant les institutions publiques à protéger les libertés individuelles. Sur le plan économique, Gordon Brown, en tant que chancelier de l'Exchequer, a consolidé la réputation de compétence du Labour en accordant à la Banque d'Angleterre l'indépendance pour fixer le taux d'intérêt. Ce geste a renforcé la confiance des marchés et assuré la stabilité financière. Sur le plan culturel, le gouvernement a adopté une image jeune et moderne surnommée Cool Britannia, qui célébrait la créativité et l'innovation britannique. Deuxième mandat, l'Irak et les controverses. Réélu avec une nouvelle majorité écrasante en 2001, le second mandat de Blair a été dominé par la guerre en Irak. Après les attentats du 11 septembre 2001, Blair s'est aligné étroitement sur les États-Unis sous la présence de George Washington Bush, plaidant pour une intervention militaire en Irak, afin de renverser Saddam Hussein. Blair a justifié l'invasion en parlant de menaces des armes de destruction massive.
en invoquant la menace des armes de destruction massive et la brutalité du régime. Cependant, l'absence de preuves d'ADM, d'armes de destruction massive et l'instabilité persistante en Irak ont gravement entamé la crédibilité de Blair. Le rapport Chilcot de 2016 a conclu que l'invasion reposait sur des renseignements erronés, une planification insuffisante et une sous-estimation des conséquences. Malgré cela, Blair a défendu ses actions en les qualifiant de devoir moral. Euh, sur le plan national, le Labour a continué d'investir sur les services publics. Ça a également continué, notamment avec le NHS, Service national de santé, National Health Service. Mais les critiques sur le contrôle centralisé de Blair et l'accusation de manipulation médiatique ont en quelque sorte entamé sa popularité. Troisième mandat, déclin et transition. Lors des élections de 2005, la majorité parlementaire du Labour a été réduite, reflet d'une désillusion croissante du public face à l'Irak et à ses scandales nationaux. Le troisième mandat de Blair a été marqué par des défis majeurs, notamment les attentats du 7 juillet 2005 à Londres et le scandale du Cash for Honors, accusant le Labour de vendre des titres à la noblesse contre des dons politiques. Sous pression, Blair annonce sa démission en 2007, laissant à Gordon Brown l'honneur de lui succéder au poste de Premier ministre. Brown a pris des rênes d'un gouvernement confronté à une turbulence économique croissante, la crise financière mondiale de 2008 plongeant le Royaume-Uni dans une récession. Cette crise a alors gravement entamé la réputation du Labour en matière de gestion économique, conduisant à sa défaite lors des élections générales de 2010. L'héritage du New Labour, c'était la stabilité économique. Blair et Brown ont maintenu une faible inflation et un faible chômage pendant une grande partie de leur mandat, des réformes constitutionnelles, une dévolution, la loi sur les droits de l'homme et la réforme des chambres des lords ont modernisé la gouvernance britannique, des investissements sociaux, des dépenses accrues dans l'éducation et la santé ont amélioré les services publics, la paix en Irlande du Nord, les accords de Vendredi Saint restent un jalon important de l'héritage travailliste. Cependant, les critiques reprochent au New Labour d'avoir compromis ses principes fondamentaux en s'alignant sur l'économie néolibérale et la politique étrangère des États-Unis. La guerre en Irak et l'accusation de politique de communication ont terni la réputation de Blair et alimenté le scepticisme envers son leadership. Malgré ces controverses, Tony Blair reste l'un des premiers ministres britanniques les plus influents de l'après-guerre, ayant remodélisé à la fois le Parti travailliste et le pays.